Donc, dans un premier temps, je vais vous parler plutôt des leviers pour introduire l'azote en bio. Donc, ça va être une synthèse des connaissances disponibles aujourd'hui et aussi des éléments sur ce qu'on a observé comme pratique pour optimiser ces leviers en région. Ensuite, je vais passer la parole à Nicolas qui va vous présenter le suivi sur un réseau de parcelles autour du lessivage de l'azote dans les parcelles bio. Et Jean-Luc va témoigner sur comment est-ce qu'il fait concrètement sur ces parcelles. On va terminer avec un temps d'échange avec la salle. Donc pour commencer, quel levier pour gérer l'azote en bio? Un mot sur l'origine des données. Donc c'est quelque chose qui a été construit en interaction entre un groupe de travail composé d'agrotransfert, des chambres d'agriculture de la BP, du Gap Nord, de l'INRA, et en interaction avec un réseau d'agriculteurs sur la région Hauts-de-France. Donc voilà, tout ce qu'on va vous présenter, c'est vraiment construit entre la recherche et le terrain. Donc très rapidement, je vais repartir du cycle de l'azote pour vous présenter les éléments qui sont mobilisables en bio pour introduire de l'azote. Donc c'est un schéma très simplifié et c'est juste pour dire que le premier levier, ça va être la fixation symbiotique qui mobilise des dizaines voire des centaines de kilos d'azote par hectare et par an. Donc quand on analyse l'ensemble des systèmes bio disponibles sur la région, ça va être ce levier-là qui va apporter le plus d'azote au système. Donc le souci, c'est que ce levier concerne uniquement les légumineuses. Donc on a aussi la mobilisation de l'azote contenu dans le sol qui va avoir son importance, et notamment via le stock d'humus qu'on a déjà dans le sol. Donc entre l'azote qui est minéralisable, qui est mobilisable par les cultures, et ce stock d'humus, on a des interactions. Et donc finalement, la résultante de ces interactions, c'est ce qu'on va appeler la minéralisation nette, va concerner une centaine de kilos par hectare et par an. Donc c'est la deuxième source d'azote dans les parcelles bio. Et le dernier pool d'azote, ça va être les résidus, soit de culture, soit de couverts ou de produits organiques, et qui là ne concernent plus que quelques dizaines de kilos par hectare et par an. Donc voilà, les deux premiers leviers sont vraiment ceux qui impactent la production en bio. Donc là, je vais vous présenter ce qui permet d'introduire de l'azote dans les systèmes. On a un enjeu fort aussi en bio, ça va être de conserver cet azote dans les parcelles, et en évitant la lixiviation qui concerne plusieurs dizaines de kilos d'azote par hectare et par an. Donc je vais commencer par le levier des légumineuses pour introduire l'azote dans les parcelles. Donc la première source le premier levier pour introduire des légumineuses dans les rotations, ça va être l'introduction de cultures pluriannuelles, soit la luzerne, soit des prairies temporaires avec des légumineuses. Donc on a des résultats dans la biblio sur ce que peut faire la luzerne dans les systèmes bio. Ça apporte en moyenne plus de 200 kg d'azote par hectare sur 4 années derrière destruction. Par contre, ça engendre des risques de perte d'azote derrière, compte tenu des quantités importantes qu'on a en interculture. Et donc là, vous avez un schéma qui représente, en fonction du temps, ici, le cumul des quantités d'azote minéralisées après destruction de luzerne. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une minéralisation qui continue pendant 18 mois, voire plus, derrière la destruction de la luzerne, donc avec une gestion de l'interculture à surveiller sur 2 années au moins. Ensuite, on peut apporter de l'azote par les légumineuses à graines, févroles, pois ou lentilles, donc en culture. Donc l'enjeu dans la région, ça va être de maîtriser l'enherbement dans ces protéagineux. Et donc on a exploré d'autres solutions dans le cadre du projet AgriBio. Donc d'une part, un désherbage mécanique optimisé pour maîtriser l'enherbement dans la févrole. Donc on a Jean-Luc ici présent qui a mis en place cette pratique. Et nous on a voulu la caractériser dans le cadre du projet, puisque ce dont on se rend compte, c'est que finalement
contrairement à beaucoup d'agriculteurs sur le territoire, Jean-Luc maîtrise régulièrement l'enherbement dans ses parcelles de févrole. Donc les points clés qu'on a caractérisés sur sa conduite, ça va être le fait d'observer très régulièrement la parcelle pour pouvoir intervenir dès que possible, dès qu'il y a des levées, et autant que possible. Donc tant qu'il y a des levées, Jean-Luc continue d'intervenir. Un point clé aussi, c'est d'effectuer un désherbage de prélevé, donc pour commencer la maîtrise des adventices annuelles très tôt. Donc là, vous avez l'itinéraire technique tel qu'il a été caractérisé l'année du suivi, c'était en 2015. On a 7 interventions de désherbage mécanique via la herse, avec un passage qui est fait en perpendiculaire pour avoir un effet complémentaire du passage dans le sens du semis, et un passage de bineuse aussi. Donc là, c'était l'année du suivi avec une pression qui était très forte et avec des résultats qui sont très positifs, 95 à 98% d'efficacité par rapport à une zone témoin qui n'a pas été désherbée. Donc voilà, une conduite qui permet d'atteindre l'objectif, mais qui est coûteuse en temps. En moyenne, Jean-Luc, il me semble que tu fais 4 interventions plutôt pour maîtriser les adventices dans la févrole. Ouais. L'année donnée en exemple, là j'étais même à 7. Bon, ouais, cette année je suis plutôt à 5 interventions cette année. 3 RC tri et 2 binages. Mais pour parler de la févrole, c'est quand même une culture, je trouve, quand même très facile à désherber. Il faut réussir à la semer suffisamment profondément pour pas qu'elle sorte avec la RC tri. Mais sinon, après, une fois qu'elle est bien semée profondément, pour l'arracher, il faut vraiment mettre de la bonne volonté. Donc, on peut passer plusieurs fois sans abîmer la culture. Moi, là, on parle de févrole de printemps. Moi, je fais que de la févrole de printemps. Donc voilà une première solution pour maîtriser l'enherbement dans ces cultures de protéagineux qui sont nécessaires pour apporter de l'azote dans la rotation. Une seconde solution qu'on a explorée, ça a été d'associer le protéagineux à une céréale pour toujours cette maîtrise de l'enherbement. Donc pour ça, on a caractérisé 25 parcelles en région. Donc là, l'élément clé, ça va être de trouver un équilibre entre compétition et complémentarité. Donc ça veut dire avoir assez de céréales pour couvrir le sol et pour maîtriser l'enherbement sans que ça impacte le rendement sur protéagineux. Donc ça passe par un choix de parcelles avec des reliquats qui ne sont pas trop élevés pour ne pas que la céréale se développe de trop. En termes de pratiques d'implantation, on a observé une grande diversité de pratiques dans ce réseau sans que ça semble avoir d'impact sur les performances de l'association. Ensuite, en termes de dose de semis, on commence à avoir du recul en région avec les CC, notamment menés par les chambres d'agriculture. On est à 80% de la densité du protéagineux recommandé, 30% de la densité classique de la céréale, sachant que ça reste des grands principes qui sont adaptés en fonction des conditions. Donc par exemple, si on a un RSH qui est élevé, un reliquat sortie hiver élevé, il va falloir diminuer la densité de la céréale pour pas qu'elle prenne trop de place dans l'association. Et un dernier point, dans le contexte de la région, on est plutôt dans des productions de grandes cultures, sans élevage à côté. On a une nécessité de trier la production, soit à la ferme, soit en coopérative, pour la valoriser. Et donc, sachant que ça se fait de plus en plus aussi avec les coopératives de la région. En termes de résultats, ce qu'on observe sur ce réseau-là, c'est qu'on a pu avoir une réduction, voire une suppression du désherbage mécanique, tout en maintenant la pression adventice dans ces parcelles. Donc malgré le contexte du suivi, là c'était l'année 2016 où c'était difficile sur les protéagineux, on a des résultats encourageants sur ces associations. Donc, dernier point pour introduire des légumineuses dans la rotation, on a aussi les engrais verts. Donc ça peut être du pois, de la veste, des lentilles, des trèfles en interculture. Donc là, les éléments clés, ça va être de choisir le couvert en fonction de l'historique de la parcelle, notamment sur les légumineuses, pour minimiser les risques maladies, et notamment si on a un historique aphanomycète sur la parcelle. Ça va être aussi
de choisir ce couvert en fonction de la durée de l'interculture. Si on est sur une interculture courte, favoriser des espèces à développement rapide comme la veste ou le pois. Et en interculture longue, on peut introduire des trèfles, du trèfle blanc ou du trèfle violet. Donc là, on a mis l'exemple d'une pratique qui est assez répandue en région, la pratique du trèfle blanc, qui est souvent semé sous couvert de la céréale, donc avec le dernier désherbage mécanique, le trèfle blanc qui peut être ensuite broyé une ou plusieurs fois avant l'implantation d'une culture de printemps. Donc dans cette situation-là, quand on regarde les résultats sur la culture qui suit, l'avoine de printemps, on a plus 15 quintaux de production par hectare sur l'avoine. Donc un effet intéressant du trèfle. Par contre, un résultat qu'on a observé en faisant des suivis sur plusieurs années sur les parcelles, c'est qu'on a une attention à porter sur l'interculture qui suit l'avoine de printemps, sachant que le trèfle continue à se minéraliser finalement pendant longtemps, un peu comme la luzerne, et donc un résultat qu'on ne s'attendait pas forcément à voir, mais qui est important à prendre en compte pour éviter de perdre de l'azote par lixiviation dans ces parcelles. Donc ensuite, je vous parlais tout à l'heure du maintien de la fertilité du sol sur le long terme pour pouvoir apporter de l'azote dans les systèmes via la minéralisation de l'humus du sol. Hop, je vais passer un peu vite. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la matière organique dans le sol est compartimentée. On a un pool qui est mobilisable assez rapidement, qui constitue 35 à 50% du stock de matière organique du sol, et un pool qui est plutôt stable, et qui donc on ne pourra pas mobiliser à l'échelle à nos échelles à nous. Et donc ce stock de matière organique, pour la partie active, va pouvoir se minéraliser et apporter des éléments mobilisables par les cultures. Un premier élément qui va impacter sur ce stock, ça va être le travail du sol, soit dans le sens de plus de minéralisation, soit dans le sens inverse en fonction du travail qu'on applique. Un second élément, ça va être que l'apport de matière organique alimente soit directement le pool d'éléments minéraux mobilisables par les cultures, ou alimente le stock de matière organique et va pouvoir contribuer à la fertilité sur le long terme. Donc comment est-ce qu'on peut apporter de la matière organique au sol? Par les résidus de biomasse, donc avec des rôles différents des cultures en fonction de la quantité de biomasse qu'elles restituent effectivement dans les parcelles. Donc, des alternances de cultures à raisonner à l'échelle de la rotation pour apporter de la biomasse dans les parcelles, notamment par des couverts d'interculture ou par des cultures type maïs, colza, céréales à paille qui restituent beaucoup. Et dernier point, les apports de matière organique contribuent à alimenter ce stock de matière organique du sol, que ce soit les apports de matière organique type lisier ou des apports de matière amendante type fumier qui vont agir sur plus de temps. Donc justement, en parlant de ces apports de fertilisants organiques, on a ici un graphique qui permet d'illustrer un peu la minéralisation de différents types de produits en fonction de leurs caractéristiques. Donc ici, on a le temps en jours normalisé et la part de l'azote minéralisé dans différents produits ici. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a des produits qui vont avoir un effet tout de suite sur la culture et un effet fertilisant. On a des produits qui vont avoir un comportement intermédiaire, type fumier, et en fonction de la quantité de paille qu'on va avoir dans les fumiers, le moment où on les apporte va avoir un impact sur la culture qui suit. On avait tout à l'heure une question en disant est-ce qu'on apporte plutôt du lisier ou du fumier avant une céréale par exemple. Là, ça montre que le fumier va se minéraliser lentement et donc ne va pas avoir d'impact sur la culture où on l'apporte, mais plutôt sur les cultures suivantes. Et dernier point, on a des produits qui ont un impact plutôt sur le long terme, ce qu'on appelle des amendements organiques. Donc ce sont notamment les composts
et qui sont à apporter sur prairie ou couvert si on ne veut pas avoir un effet qui peut être négatif ici, puisque pour leur minéralisation, hop, je n'ai pas le pointeur. Pour leur minéralisation, ils vont dans un premier temps consommer un peu d'azote dans le sol avant de se minéraliser. Donc un autre élément, c'est que les apports de fertilisants organiques, ici on a un graphique sur blé, ne sont pas forcément rentables en fonction des situations. Donc ça, c'est des résultats qui ont été acquis en Seine-et-Marne. On a ici le rendement moyen sur blé en fonction d'apport ou pas de fertilisants organiques sur la culture. Donc les résultats de cette étude ont montré que d'une part, on n'a pas forcément de gain sur plusieurs situations en rendement. D'autre part, qu'on n'a pas forcément de gain aussi sur le taux en protéines du blé. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'en fonction des situations, notamment sur des parcelles qui sont enherbées, l'apport d'un fertilisant sur blé ne se justifie pas, puisque déjà d'une part, les mauvaises herbes vont profiter autant, voire plus que la culture de cet azote disponible. Et d'autre part, le coût de ces fertilisants ne compense pas forcément, n'est pas compensé forcément par l'apport par le gain de rendement, pardon. Donc voilà pour ce qui est des leviers pour introduire de l'azote dans les parcelles bio. Maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas pour ce qui est de limiter les pertes. Merci Aïcha. Donc moi je suis Nicolas Baudouin, donc je suis ingénieur de recherche à l'unité agro-impact à Nantes. Et donc je vais vous donner quelques résultats de ce travail qui a été fait en collaboration avec AgroTransfert sur la quantification des pertes par lixiviation dans les systèmes de culture agribiologique. Donc ce travail est fait dans le cadre de la thèse de Lucia Rakutu-Voulouloun, donc qui est une malgache, et donc qui va soutenir en fin d'année sa thèse. Ce travail a été aussi financé par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'INRA. Donc ce projet répond à certains enjeux, donc d'évaluer les performances agri-environnementales des systèmes de culture agribiologique pour lesquels on manque de référence, de quantifier en particulier les bilans d'azote dans ces systèmes et de produire des références pour les grandes cultures, pour les systèmes de grandes cultures AB, en particulier ceux qui ont peu d'élevage, parce que finalement on se rend compte que c'est là où il y a un grand manque de références. Donc nos objectifs était de caractériser les pertes en azote des systèmes de culture agribiologiques, d'étudier les déterminants, donc ce qui pèse sur justement ce qui détermine ces pertes, et aussi d'associer études expérimentales et modélisation. La modélisation nous permettant ensuite d'extrapoler et d'aborder d'autres questions que celles qu'on peut vraiment quantifier sur le terrain. Donc nous sommes appuyés sur un réseau de parcelles qui est commun avec le projet AgriBio dont a parlé Aïcha. Et donc nous avons travaillé avec 9 agriculteurs sur 3 saisons culturales. Et donc on a 11 systèmes de culture différents par la rotation ou l'apport de produits organiques ou pas. Et donc sur ces parcelles, on avait 3 à 5 périodes d'études par an, pour lesquels on mesurait les stocks d'eau et d'azote minéral du sol, la biomasse des cultures principales et aussi des adventices, et aussi leur teneur en azote afin d'établir des bilans d'azote. Donc, une des premiers résultats assez immédiats, c'est d'avoir des références sur les stocks d'azote minéral, ce qu'on appelle reliquats d'azote minéral en entrée d'hiver, et qui finalement sont assez importants, 98 kg en moyenne en entrée d'hiver. Donc ça nous a surpris parce que nous, notre hypothèse, c'était que quand même on avait des stocks moindres du fait qu'il y a moins d'apport d'azote. Donc en plus de cette quantité assez importante, on voit qu'elle est assez variable. Donc je ne vais pas décliner tous les cas de figure, mais vous voyez que ça varie à peu près du simple au double.
entre les 3 premières classes où on a des céréales suivies de cultures intermédiaires, légumineuses ou non légumineuses, ou une luzerne, donc des systèmes où on a une couverture d'automne assez importante, et puis à l'opposé des systèmes où on a une céréale en automne, donc une céréale en général paille, une céréale d'hiver qui est un mauvais piège à nitrate, on le sait en automne, donc avec des reliquats pour par exemple la succession légumineuse agricole céréales d'hiver qui peut arriver dans les 120 kg par hectare, donc mesuré sur 150 cm puisqu'on est sur des sols profonds. Donc ce qu'on peut comparer aussi, c'est des valeurs qu'on a dans les systèmes conventionnels. Donc là on a les résultats du réseau Azur, donc, que Julien Gaillard ici présent nous a gentiment confié. Et on voit finalement que le classement est le même et la gamme de variations aussi. Donc ça veut dire que finalement, à ce niveau-là, ce qui est fait en conventionnel ou en bio sur l'azote, finalement, il y a beaucoup de points communs. Et donc à ce niveau-là, c'est à peu près le même combat pour chacun de savoir comment maîtriser au mieux l'azote. L'homéopathie pour l'équilibre du sol et la gestion des bioagresseurs. Donc, dans un premier temps, on a essayé donc de faire parler ces chiffres en sachant quel était l'impact environnemental de cette gestion de l'azote en termes de drainage d'eau, lixiviation et concentration en nitrate de l'eau, de percolation sous les racines. Donc, à partir de nos mesures que nous faisons régulièrement, donc des stocks d'eau et d'azote sur 150 cm de profondeur, on utilise ensuite un modèle qui calcule le lessivage d'azote en intégrant évidemment la pluviométrie et la température et aussi les données sur les cultures. Et donc on arrive à quantifier les flux d'eau et d'azote sous les racines. Et donc là on a les résultats des 3 années d'études. Donc en termes de drainage d'eau, donc en millimètres par an, on voit que donc il y a une variabilité interannuelle qui est classique. Ça se répercute en termes de lixiviation parce que l'eau c'est quand même le vecteur pour entraîner le nitrate. Donc c'est presque proportionnel, sachant que finalement le produit entre les deux, c'est la concentration qui, vous voyez, est relativement variable, mais quand même plus tamponnée que la quantité d'azote lixivié. Donc on a des valeurs qui tournent entre 45 et 25 mg suivant les années de nitrate dans l'eau de percolation sous les racines. Donc en moyenne, on a 14 kg, plus ou moins 11 perdus par hectare et par an. Bon, donc on a quand même des cas extrêmes. Mais en moyenne, donc on a 31 mg de nitrate, ce qui est proche de la valeur guide des 25 mg de nitrate, sachant quand même qu'on est en situation de sol profond, donc moins sensible à la lixiviation. Et en comparaison, vous avez eu l'étude de la thèse de Marie Benoît sur les systèmes plutôt dans l'île de France et dans la région centre, où on avait en agriculture biologique finalement une concentration un peu plus forte de 53, mais mesurée à 90 cm de profondeur, donc dans une situation plus sensible. Et en comparaison, en agriculture conventionnelle, on avait une valeur proche du double. Quand on revient à la concentration donc sous nos différentes situations, on voit que je vois pas les chiffres. Donc on retrouve notre classement des situations avec les successions entre céréales et une couverture d'automne par culture intermédiaire ou une luzerne en place qui donne les moindres concentrations, et à l'opposé aussi les successions où on a une légumineuse suivie d'une céréale d'hiver. Donc je disais qu'il y a une influence du type de sol. Ça peut se caractériser de façon assez simple par le ratio entre le taux de renouvellement de l'eau du sol. Si vous prenez une tranche de sol de 1,50 m par exemple, donc on calcule un drainage grâce à ce modèle de lessivage, et on peut calculer finalement le rapport entre le drainage et la quantité de stock d'eau total du sol à renouveler. Et donc là, vous avez ici deux situations
avec la même succession légumineuses à graines céréales d'hiver. Dans un cas, on avait un taux de renouvellement de 60% et dans un autre cas de 34%. Et donc, pour le même reliquat entrée-hiver initial, en gris, là, on a finalement deux valeurs de lessivage en bleu très différentes. Parce que finalement, quand on renouvelle plus le stock d'eau du sol, il y a plus de lessivage. Voilà. Et donc, ce taux de renouvellement, il est à la fois fonction de la pluviométrie avec le drainage et du type de sol. Et donc, si vous avez un sol superficiel, ce taux de renouvellement va être plus important. Donc, en conclusion, d'après cette typologie, on voit que les facteurs de risque sont quand même l'existence de légumineuses à graines en précédent d'une céréale, les destructions automnales de luzerne, la faible couverture du sol en hiver, l'existence d'une année à fort drainage, une année climatique à fort drainage, ou la présence de sols superficiels plus sensibles au drainage. Et les leviers d'action sont le raisonnement de la rotation culturale, la gestion de la destruction de la luzerne en termes de choix de période, gestion des résidus, choix de la culture suivante et évidemment introduction des cultures intermédiaires, pièges à nitrate. Donc là, on ne va pas aujourd'hui décliner toutes ces solutions, mais on espère dans le cadre de la thèse en aborder un certain nombre. Ici, je vais juste illustrer deux cas observés toujours. Donc une situation classique de céréales d'hiver après luzerne. Et cette luzerne est détruite en automne. Donc c'est une situation réelle observée chez Jean-Luc Ortegat. Donc la destruction de luzerne est faite en septembre. Et là vous avez donc les bâtonnets, ce sont les valeurs du reliquat d'azote minéral aux différentes périodes de mesure, sachant que vous avez 5 couleurs différentes qui représentent les 5 horizons mesurés. En bleu foncé, c'est l'horizon 0,30. Alors ce qu'on voit, c'est quand même que l'azote, après la destruction de luzerne, se situe principalement dans les deux premiers horizons. Donc malgré le fait qu'on a des reliquats très importants, là 150 kg en entrée d'hiver, on voit quand même que l'azote est principalement dans les deux premiers horizons. Donc on va étudier l'impact sur la culture d'épeautre, enfin le lessivage pendant la culture d'épeautre et ensuite le lessivage pendant la culture d'engrain. Donc dans le premier hiver, ce qu'on voit, c'est que on est resté en entrée d'hiver, en sortie d'hiver sur des reliquats assez importants. À cela s'ajoute la minéralisation de l'azote de l'humus dont a parlé Aïcha précédemment. Donc c'est la matière organique du sol qui se minéralise, donc qui apporte de l'azote en plus. Et en comparaison, on a pendant cet hiver une faible absorption ici en vert de l'épeautre et un lessivage relativement important, 24 kg par hectare et par an, qui pourrait être beaucoup plus important mais l'azote est quand même principalement situé sur les deux premiers horizons. Donc c'est donc moins grave que ce qu'on aurait pu penser. Voilà, et donc ça donne une concentration relativement importante de 48 mg de nitrate. La deuxième année, on a une situation assez proche avec des reliquats quand même plus faibles, puisque la minéralisation issue de la luzerne a quand même été moins importante, donc on a des reliquats d'entrée-hiver moindres. Et comme on a aussi un drainage moindre, on a quand même un lessivage plus faible et une concentration qui reste relativement forte. Donc on est dans une succession quand même luzerne céréales qui est quand même des situations qui émettent le plus d'azote parmi les systèmes agribio. Alors on peut penser à une alternative qui est de mettre le colza après luzerne. Donc on s'est dit chouette, on va regarder cette situation-là. Et donc là, l'agriculteur, donc il s'agit je perds son prénom, Richard Wilbert, dans la Somme. Donc il a détruit la luzerne en août et il a mis un colza. Donc le colza, c'est une plante qui absorbe énormément en automne. Ce qu'on voit quand même, c'est que finalement le reliquat en entrée d'hiver, il est encore plus important. On arrive dans les 200 kg. Donc ça, c'est assez étonnant. Mais si on réfléchit bien, c'est parce que la luzerne a été détruite plus tôt et ensuite
la luzerne, la dernière coupe a été enfouie. Donc on a apporté en plus un engrais vert sous forme de luzerne. Donc la conséquence finalement, c'est qu'on retrouve une situation un peu différente sur le terme des reliquats, c'est-à-dire un passage de reliquat d'entrée hiver à sortie hiver plus marqué, parce qu'il y a une absorption beaucoup plus importante du colza, une minéralisation très importante du sol, à la fois par l'humus et par la luzerne, et un lessivage finalement encore important, parce que finalement on a eu quand même un reliquat entrée-hiver fort. Et la deuxième année, on se retrouve avec une situation avec moins d'azote, du fait finalement d'une anticipation plus forte de la minéralisation de la luzerne la première année. Donc finalement, on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent. On a un colza qui absorbe plus, mais on a eu un enfouissement de la production de la luzerne et une destruction très tôt, précoce en été, qui a permis finalement une minéralisation forte en automne. Donc ça montre la complexité des systèmes, et donc il faut se donner encore d'autres moyens pour raisonner finalement finement toute cette dynamique de l'azote. Donc les leviers d'action, c'est bien le raisonnement de la rotation, de la succession des cultures et de leur gestion, la gestion de la destruction de la luzerne, l'introduction des scippants. Et donc ce qu'on veut faire maintenant, c'est raffiner toute la réflexion en utilisant la modélisation. Donc on a réussi à calibrer le modèle Styx qui simule les bilans d'eau, d'azote et de culture dans les systèmes de culture, donc culture par culture et en succession. Donc le modèle peut prendre en compte les variantes en termes de conduite ou de climat, pour essayer de nous aider à séparer un peu les effets des différents facteurs, les dates d'enfouissement ou les dates de destruction, les dates d'enfouissement par exemple des luzernes. Donc c'est la thèse de Lucia Rakoutuloun va continuer donc à aborder ces sujets, et donc on espère avoir d'autres informations en fin d'année. Voilà. Et donc ce travail est fait c'est une recherche participative qui est faite avec les agriculteurs et les techniciens agricoles. Voilà. Donc maintenant je laisse la parole à Jean-Luc pour donner des choses encore plus concrètes. On est une ferme en polyculture élevage d'une surface de 210 hectares. Tu fais défiler en même temps. Donc avec donc un peu d'élevage, des vaches allaitantes, 35 vaches allaitantes. Nous sommes 3 associés. Et le type de sol, c'est pas mal de silex. On a une partie limon avec un peu de silex, et puis on a une partie, l'autre moitié, c'est vraiment argile avec beaucoup de silex. C'est des sols qui peuvent quand même poser des problèmes en bio. Par rapport à l'historique, on a commencé à convertir en 2001 sur 55 hectares dans les meilleures terres, et puis bon, après comme on a voulu tout faire, on est passé forcément après en 2011 toutes les terres labourables, donc les mauvais carrés aussi, et puis on a fini par l'élevage, les vaches allaitantes en 2012. L'idée sur la ferme, c'est de faire une agriculture durable. Donc l'agriculture durable, pour moi, c'est d'être autonome en azote, donc c'est quand même un des objectifs. Quand j'ai converti à 17 ans, on achetait beaucoup d'engrais organiques, de vinasse, tout ça, et puis bon, j'ai voulu au fil des années arriver à trouver l'autonomie. Parce que pour être durable, si tout le monde passe en bio, je pense qu'il n'y aura pas suffisamment d'engrais organiques pour tout le monde, donc il faut essayer de trouver des systèmes où on se passe d'engrais organiques. Et puis après, être durable, c'est au niveau de l'enherbement, c'est arriver à gérer l'enherbement, donc ça, tous les gens qui passent ou qui sont en bio, tout ça le savent. Il y a le travail mécanique, mais bon, pour moi aussi, il faut travailler la rotation. Pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir une rotation équilibrée, et puis c'est une des solutions pour gérer ça. Par rapport à ma rotation, justement,
comme nous avons de l'élevage sur la ferme, sur une partie de la ferme où il y a vraiment beaucoup de silex, il y a du silex, il y a de l'argile, il y a des terres un peu en dévers, pas facile à biner, voire impossible. Donc j'ai pris l'option de faire une rotation avec des prairies temporaires. Donc on fait 3 ou 4 ans de prairies. Je crois que vous l'avez, celle-là vous l'avez, l'autre... J'expliquerai après 3 ou 4 ans de prairies et puis après 3 ou 4 ans de céréales. Bon, c'est plus souvent 4 ans. On voit quand la prairie est un peu fatiguée, on la retourne, mais c'est plus souvent, on peut aller jusqu'à 4 ou 5 ans. Ce système-là, donc par rapport aux vivaces, on n'est pas embêté avec les vivaces. Peut-être un petit peu les rumex, mais bon, les chardons... par rapport au problème, on parlait l'heure d'avant, c'était quand même un gros problème en bio. Là, j'ai pas de problème de chardon sur cette rotation-là. Et puis par rapport à l'azote, on met des prairies avec quand même beaucoup de légumineuses. Donc moi, dans mes terres, je sais pas si c'est ma façon de cultiver ou si c'est mes terres, mais au bout de 4 ans, il y a beaucoup plus de légumineuses qu'au départ. Donc il y en a quasiment suffisamment pour les céréales d'après pendant 3 ou 4 ans en céréales après. L'autre assolement, c'est un assolement sur les terres cultivées. On fait de la luzerne, donc nous on a de l'élevage, on arrive à valoriser la luzerne. Mais je pense qu'en bio, on peut difficilement se passer de luzerne. Donc l'autre rotation, donc on fait 2 ou 3 ans de luzerne. Après j'ai une rotation, j'essaie de faire 2 ans de culture d'automne suivi de 2 ans de culture de printemps. Par rapport à la gestion, qui peut nous embêter, c'est les graminées. Je pense que c'est cette session-là qui va le mieux. Donc après 2 cultures de printemps, on a quasiment beaucoup moins de vulpins, puisque ça va. Le vulpin a une décroissance quand même assez rapide, donc vulpin, régras, on n'est pas embêté. Donc comment faire dans ce système-là pour être autonome en azote? Donc la première chose, c'est de cultiver des légumineuses. Donc, depuis toujours, je fais de la févrole. Donc, on a eu un exemple tout à l'heure. Bon, on arrive à maîtriser assez facilement la févrole. Après, il y a quelques années, je voulais faire un peu de la vente directe. Donc, je me posais la question de savoir quoi faire. Et il s'avère qu'on peut faire des lentilles assez facilement. Donc, j'ai développé la culture de lentilles. Associé à de la cameline. Bon, c'est une culture qui va très bien au niveau de la production, c'est très facile à faire. Ensuite, moi j'ai essayé, on a travaillé aussi dans Picardie des associations, donc l'an dernier on a essayé poids d'hiver avec du triticale. Les associations, bon, ça a très bien marché. Au niveau jusqu'au mois de mai, bon après on a eu de la pluie tout le mois de mai, les poids d'hiver c'était un peu catastrophique, mais c'est une chose que je vais réessayer. J'en ai pas fait cette année, mais je vais la refaire. Aussi pour vendre les pois en pois cassés, on a un marché aussi pour les pois cassés. Après oui, en culture je fais aussi là on a mis en place cette année l'association Lentillon Épeautre. Donc j'en ai fait une certaine surface. Pour l'instant, c'est assez prometteur, mais bon, tant que c'est la première année, je trouve qu'il y a beaucoup de lentillons par rapport à l'épeautre, mais bon, on verra ça à la moisson, comment ça va se passer. Et puis l'autre façon d'introduire des légumineuses, c'est le trèfle blanc. Donc on a développé ça depuis quelques années, c'est de semer du trèfle blanc en interculture, dans une céréale. Donc on sème ça au dernier désherbage. Au mois d'avril, oui, au mois d'avril. Et puis on laisse le trèfle pousser, il reste en dessous de la culture du trèfle blanc nain, donc il se développe après la moisson, et ça, pour moi, mes 20 kg de trèfle, ça coûte 25-30 €, et puis on arrive à ramener de l'azote pour la culture d'après, souvent des cultures de printemps, et c'est vraiment le système presque idéal. Le seul frein, c'est peut-être par rapport aux vivaces. Comme on ne peut plus travailler, on ne travaille pas, on ne fait pas de déchômage, donc une tendance à développer les rumex. Et peut-être un peu les chardons, on a vu que les chardons pouvaient un peu se développer dans ce système-là.
Voilà, avec ce système-là, je pense être arrivé presque quasiment à une autonomie au niveau de l'azote sur ma ferme. Sur les cultures, bon, une autre façon aussi de gérer ce problème d'azote, c'est de prendre des cultures qui ne sont pas trop gourmandes en azote. Moi, pour ça, je ne fais pas de blé. Sur ma ferme, je fais une rotation en céréales. D'hiver, je fais quasiment que des épeautres. Donc, je fais une rotation, un suivi grand épeautre, petit épeautre. Et comme c'est des cultures, l'épeautre, c'est quand même moins gourmand en azote que le blé. Donc, c'est une façon aussi de régler le problème, de gérer une partie du problème de l'azote. L'objectif de rendement en grand épeautre, c'est autour de 40 quintaux. Donc, ça, on arrive après une févrole ou après une luzerne, on arrive assez facilement à ce rendement-là. Et en engrain ou en petit épeautre, c'est plutôt 25-30 quintaux. Donc, en deuxième céréale, c'est quasiment il y a suffisamment d'azote dans le sol pour faire ces rendements-là. Dans l'exemple que tu montrais tout à l'heure, j'étais en petit épeautre, après du grand épeautre, après de la luzerne. Et c'était l'an dernier, et il y avait vraiment trop d'azote dans le sol, puisque mon petit épeautre a versé, puis j'étais pénalisé au niveau du rendement parce qu'il y avait trop d'azote. Donc, c'est pas que j'ai pas assez d'azote, c'est des fois j'en ai des fois trop. Puis cette année, je pense que c'est reparti pareil, parce que j'ai de l'engrain qui est déjà quasiment versé avant d'être épié, donc c'est pas tout à fait bon signe ça, pour l'instant. Après l'idée, bon, ce que je fais aussi beaucoup, c'est du maïs grain. En bio, c'est une plante qui aime bien l'azote aussi, mais comme ça pousse l'été, on a quand même beaucoup plus de minéralisation au mois de juillet qu'au mois d'avril pour du blé. Donc on arrive à faire des rendements qui ne sont pas très loin du conventionnel en maïs, alors qu'en blé, on est souvent, quand on fait la moitié, c'est bien, mais en maïs, c'est une façon de gérer l'azote aussi, de faire des cultures qui poussent l'été. J'ai une autre question à poser à votre collègue concernant la destruction de la luzerne. Est-ce que vous avez expérimenté d'autres périodes? Effectivement, destruction pour une céréale d'hiver, type blé, ou destruction avant colza. Est-ce qu'il peut être judicieux, par exemple, de détruire la luzerne en hiver pour implanter une céréale de printemps? Au printemps, tu veux dire? Oui. Du coup, on a fait... Oui. Et Jean-Luc complétera tout à l'heure parce qu'il a testé aussi. On a suivi quelques parcelles dans le réseau AgriBio. Je n'ai pas forcément présenté les résultats, mais du coup, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, on évite les pertes là sur l'automne. Par contre, sur l'automne qui suit, on a des quantités très très fortes d'azote qui restent présentes en interculture, donc jusqu'à 150 voire 200 kg d'azote. Donc voilà, on repousse le problème, mais on ne le règle pas forcément par cette pratique. Après, ce qui peut se faire, c'est implanter une culture de printemps, mettre un couvert justement pour remobiliser l'azote, et voilà. Mais ça modifie la succession en introduisant des cultures de printemps au lieu des cultures d'hiver qu'on a derrière luzerne. Oui, il y a 2 ans, on s'est rendu compte à la sortie d'hiver qu'on avait beaucoup de stocks de luzerne. Donc j'ai une parcelle que j'ai pas gardée en luzerne, donc j'ai décidé de mettre de l'orge de printemps. Donc on a labouré et puis semé dans la foulée, on a labouré la luzerne et semé dans la foulée de l'orge. Bon, il s'avère que on n'a pas fait un rendement d'orge extraordinaire. Je pense que l'azote ne s'est pas libéré sur le printemps. Mais il y a eu des reliquats faits à l'automne. On a déplacé, comme tu disais tout à fait, on a déplacé le problème et puis le largage d'azote a eu lieu à l'automne suivant. Donc avec le risque que ça lessive l'automne suivant. Donc je pense qu'on déplace un peu le problème quand on fait une culture de printemps après de la luzerne. On déplace d'un an, à mon avis. Effectivement, par rapport aux cultures de printemps qu'on peut implanter après destruction de luzerne, il y a aussi le raisonnement de la culture.
pour que l'azote libéré par la luzerne soit présent au moment où la culture en a besoin. Donc peut-être des cultures de printemps plutôt tardives. Du maïs, oui, par exemple, ou de la betterave rouge pour ceux qui ont des légumes. Je voulais juste ajouter, justement, c'est l'intérêt de, à partir des expérimentations, de pouvoir caler un modèle de minéralisation, des modèles de croissance, et ensuite tester par expérimentation numérique différentes alternatives. C'est ce qu'ont proposé les agriculteurs en disant un peu quelles seront les voies de progrès, quoi. Et je pense qu'il faut conjuguer différentes contraintes. J'habite à Ruban, dans la Somme, c'est près d'Amiens. Donc j'ai commencé la conversion en 2009. Et là j'ai fini, je suis à 100% là, à partir du 1er mai. Là. Donc comme je vous l'ai dit, je fais du colza. Enfin, entre autres. Bon, la problématique de mon exploitation, c'est qu'il n'y a pas d'élevage. Donc je me dis, bon, je vais en faire autrement. Donc pour moi, l'élevage, c'est les vers de terre. Donc je fais une année de trèfle violet ou alors 2 années de luzerne. Si j'ai des charbons, je mets de la luzerne. Donc une année de trèfle violet que je broie et que je laisse au sol. Donc tout est restitué au sol. Donc c'est sûr qu'économiquement, ça fait du zéro cette année-là. Mais après, l'année d'après, on peut voir qu'on peut faire un bon rendement en colza ou alors en triticale. Donc là, ça fait la 3e année que je mets du colza. La première année, ça a fait 30 quintaux. L'année dernière, ça a fait 25 quintaux. Et puis, bon, là, cette année, il est très beau, donc il va faire presque 30 quintaux. C'est bien, quoi. Précédent luzerne aussi, précédent luzerne à chaque fois, oui. 700 € tonne, colza bio. Et souvent, ensuite, bon, il y a une année à 0, voire 2 années sur du trèfle, de la luzerne. Mais souvent, on fait plus de 2000 € avec le colza. Et puis, la 2e année en céréales, il y a aussi une bonne année. Donc, l'objectif, c'est de faire presque les 3 ou 4 000 € sur les 3 ou 4 ans. Quoi. Donc, c'est une année à 0, mais qui est reportée sur les autres années. Ouais, aussi, oui. Donc après, en légumineuse, en fait, ma rotation, c'est à chaque fois, c'est sur 6-7 ans. Donc je pars avec un trèfle, donc un colza, après un triticale. Après, on peut partir avec des légumes. Alors au niveau azote, si on part avec des légumes, on met des fientes de poule. Et si derrière triticale, je ne mets pas de légumes, il faut absolument pas repartir avec une légumineuse, soit une févrole ou des pois, enfin il faut repartir pour charger les batteries avec une légumineuse. Donc là, cette année, j'ai pris l'option aussi de mélanger triticale févrole. Donc moi, à 15 km de chez moi, j'arrive à valoriser le mélange, donc il n'y a pas à crier. Alors je sème la févrole à 12 cm de profondeur et le triticale sur le rang à 3 cm. Je sème tous les 50 cm pour pouvoir biner. Bon, ça paraît large, mais au moment de la moisson, à l'heure actuelle, ça se referme, quoi. Donc la photosynthèse, elle est prise par toutes les plantes, quoi. Donc si après une légumineuse, je repars en céréales. Ou alors là, j'ai fait l'essai, vu que j'avais fait triticale févrole, en 2e année, j'ai refait triticale févrole et puis ils sont pas mal non plus. Donc n'ayant pas d'élevage, l'objectif c'est d'enfouir la restitution au sol des légumineuses. Bon, Si au niveau du colza, avez-vous essayé des plantes associées? Avez-vous essayé des plantes associées au niveau du semis? Quand j'étais en conventionnel, je faisais systématiquement des plantes associées. Et là, je me suis aperçu qu'en bio, il faut vraiment que le colza parte vite. Il ne faut pas qu'il y ait de concurrence, il faut qu'il y ait un gros pivot avant l'hiver.
surtout pour s'il se fait attaquer par les insectes, un gros pivot, il ne pourra passer à travers que si c'est tous des petits pieds, ils vont se faire attaquer. Donc c'est en bio, colza, il ne faut pas mettre de plante associée, il faut que le colza il démarre le plus vite possible. Ça va à l'inverse de ce qui est marqué sur la plaquette qui est derrière. En conventionnel, en conventionnel. Là, c'est en bio, là. Non, ça va pas ici, mais il y a une plateforme là, de colza derrière. Et on avait fait aussi des essais en mettant des plantes associées pour les insectes. Il y avait une grosse pression insecte, et puis bon, c'est sûr qu'il y a des insectes qui vont aussi sur les plantes associées. Mais la priorité, c'est que le colza est un gros pivot. Donc pour avoir un gros pivot, il ne faut pas qu'il y ait trop de concurrence. Donc avec les plantes associées, c'est paradoxal, mais alors que je suis pour les plantes associées tout le temps, sauf pour les colza. Les repousses de luzerne, vu que je commence à broyer au mois de 15 juillet, j'ai un mois pour m'en occuper, donc il y a 2 coups de rubine, 2 coups d'outil à disque. Après, je scalpe une fois à 5-6 cm, et après je laboure avec une charrue déchaumeuse. Parce qu'au départ, avant de passer en bio, j'étais en non-labour, donc je voulais rester en non-labour. Mais bon, c'est quand même compliqué en bio. Donc j'ai une charrue déchaumeuse et je laboure à 15 cm. Mais labourer à 15 cm, c'est vraiment dur au mois de juillet. Donc avant de labourer, je passe un coup de fissurateur. Et puis j'arrive à labourer à 15 cm. Si on ne passe pas de fissurateur, en fait, il y a une petite semelle de déchaumage qui s'est fait à 5-6 cm. Alors la charrue, soit elle reste aux 5-6 cm, ou soit elle plonge profondément. Donc il faut fissurer un petit coup avant. En fait, la charrue, elle ne fait que retourner la matière au-dessus. Et après, un coup de herse rotative, un coup de cambridge, un coup de rouleau. Et puis je sème avec un semoir à betterave à 40 grammes mètre carré, espacé de 50 cm. Et donc il y a deux binages sur le colza à l'automne. Et puis après, c'est bonne sonnerie batteuse. Et vu que j'étais déjà en non-labour avant de passer en bio, quand je suis passé en bio, j'ai pris l'option systématique du binage. Bon, il y en a qui arrivent à faire sans binage, mais vu que je préférais rester light au niveau travail du sol, j'ai pris l'option binage.